Bonjour à tous, Interaction, chaque semaine on fait le point en direct et en toute transparence, une émission interactive dans laquelle et pendant laquelle je vous invite à interroger nos spécialistes et un fonds commun de placement complètement disséqué lors de cette demi-heure de comité de gestion. Des spécialistes qui sont donc aujourd'hui Agnès Delors, bonjour Agnès, Thomas. et Paul Schworer, bonjour Bonjour. Paul. On a également Hubert Tassin à nos côtés, bonjour Hubert, avec une petite musique d'accueil, qui est notre analyste. On commence tout de suite par un panorama de l'actualité. Alors, on commence ce tour d'horizon avec un petit récapitulatif de la semaine. On va voir tout de suite ce que donne le CAC depuis une semaine. Paul, vous vouliez commenter ce graphique ? Oui, en fait, surtout faire ressortir qu'on a eu plutôt des achats indiciels quand on voit que Sanofi est tout en haut. Et il est intéressant à renvoyer, à rapprocher de ce qui s'est passé sur tout le trimestre, finalement. Depuis le début de l'année, donc ? Depuis le début de l'année. Alors, on va voir, en effet, depuis le début de l'année, ce que ça donne. Depuis le début de l'année, juste pour prendre un recul, l'indice CAC 40 est un des indices européens qui s'en sort le mieux, avec 5,5% de baisse, contre, pour l'Eurostoxx, 8 à 9%, ce que fait grosso modo le DAX. On est en hausse très très légère sur les bourses américaines, avec un dollar qui a aussi monté. Donc ça, c'est quand même très important à noter. Et enfin, bon, il s'est passé un truc très étonnant, c'est la hausse de l'or. L'or prend 16% au point trimestre, donc on peut dire qu'il s'est passé vraiment des choses qu'on n'attendait pas. Alors, avec une particularité, c'est qu'on avait Sanofi en haut depuis une semaine, on l'a en bas depuis le début de l'année. Voilà, tout à fait. Et on a aussi les bancaires qui sont tout en bas depuis le début de l'année. Alors, il est vrai qu'il y a eu un retournement dans la dernière journée du mois qui amplifie ce phénomène, mais c'est quand même intéressant. Il n'y a pas un secteur qui soit en hausse, à part celui ce qu'on appelle les basic resources. Voilà. C'est le seul secteur, qui évidemment vient d'extrêmement bas. C'est le seul secteur qui est en hausse. Alors il y a des choses qui ne baissent que quasiment pas. Tout ce qui est lié à la consommation. Tout ce qui est lié à la consommation, ça fait entre moins 1 et moins 3%. Les matériaux de base. Les matériaux de base. Mais en revanche, vraiment frappant, les banques, les assurances, les services financiers. C'est-à-dire l'ensemble de ce secteur est en train de connaître une mutation, avec les banques centrales qui sont en train de changer le métier de ces gens-là. Et évidemment, les marchés ont du mal à le pricer. Il y a un autre secteur qui monte quand même, c'est le secteur de la construction et des concessions. Alors qui est stable, voilà, qui est juste à zéro, quoi. Oui, on voit Vinci qui fait 10% de hausse depuis le début de l'année, donc ça a été une très belle contribution dans notre fonds. On a aussi Eiffage, il y a Unibail aussi, donc c'est un gros poids dans l'indice CAC 40. Qu'est-ce qui guide ces mouvements sectoriels ? Est-ce que derrière il y a des tendances macro ? Oui, les tendances macro. Encore une fois, ce qui soutient le plus, c'est la consommation. C'est ça, c'est les valeurs qui marchent le mieux en Europe. On n'y peut pas grand-chose. C'est ce qui se passe. En fait, sur le trimestre, on a eu deux peurs. La première, la déflation avec la baisse des prix des matières premières, parce que le pétrole passait en dessous de $40. Et puis la deuxième peur, ça a été de considérer qu'il y aurait des défauts et que le système bancaire européen allait exploser en vol. Donc ces deux peurs nous emmenaient très bas. On est revenu parce qu'on a un petit peu réduit la crainte. On a eu des réponses parce que le G20 nous a apporté des réponses. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit clairement qu'ils avaient pris conscience de l'ampleur des problèmes et qu'il n'y aurait pas de dévaluation du yuan, donc qu'il n'y aurait pas transfert de la déflation ailleurs. C'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière. Et puis on a eu la BCE qui, elle, a dit en collaboration avec les autres banques centrales, je ferai tout pour sauver le système bancaire européen, je ne mettrai pas des taux négatifs, et une banque américaine, la Fed, qui dit, elle, je remonterai les taux, mais je ne les remonterai pas trop vite et je ne casserai pas la croissance. Alors, parce que l'événement, ce que disait Agnès en disant, toutes les valeurs, en fait, qui ne dépendent pas de l'international ont monté. Et c'est bien le cas des valeurs de concession, par exemple, ou de BTP, puisqu'il y a un peu un rebond du bâtiment en France. L'euro a monté. L'euro a monté de 5% contre le dollar, a monté de 7% contre la livre sterling. C'est quand même le deuxième événement important. C'est contre-intuitif dans un mouvement de hausse des taux américains. Différence de croissance. Il y a plus de croissance aux États-Unis. Et puis la hausse des taux américains, c'était d'ailleurs le pronostic de Paul, qui est pas stoppé, mais qui va être moins rapide que ce qu'on avait craint ou espéré. Ça dépend des cas. En fait, moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on commence à revoir s'organiser un discours de la Banque Centrale Européenne. Premier semestre,
je fais du quantitative easing. Deuxième semestre, j'explique que la hausse de l'euro, elle est plafonnée et que j'ai toujours une stratégie de baisse. Elle a commencé finalement cette stratégie-là au deuxième semestre 2014, quand elle a annoncé en juillet que l'euro serait plus faible. Et puis, on a eu le quantitative easing finalement en 2015, début 2015. On a eu les dernières réunions de l'année 2015 de la BCE où finalement ça s'est un peu mal passé parce qu'on attendait des discours sur le quantitative easing. On en a simplement eu sur 1,17, 1,18, c'est vraiment le niveau maximum pour la hausse de l'euro. Et puis là, on retrouve un discours qui est celui de dire je vais travailler sur le quantitative easing, je vais travailler pour aider les banques. Normalement, le discours sur la force de l'euro devrait rester quelque part présent et sera rappelé. Oui, mais c'est inopérant. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a valu un 14 de moyenne, c'est-à-dire au mois d'octobre, c'est le moment où Draghi a dit vous allez voir ce que vous allez voir au mois de décembre. La Banque centrale a réagi sur une parité d'un 14 contre le dollar. Maintenant, effectivement, elle dit vous allez voir ce que vous allez voir si ça continue. Mais on voit bien que ça ne marche pas. C'est quand même quelque chose qui est... On ne croit pas au durcissement de la politique de la Réserve fédérale sur les marchés d'échange, à mon avis. Je ne suis pas certain qu'en fait, on n'a pas eu trop tendance à considérer qu'il n'y a... Enfin, on est passé d'une logique où on attendait 5 hausses des taux sur l'année 2016 à une période où on n'attendait plus rien, et maintenant on en attend 2, voire 3. Je crois et finalement c'est ce qu'on dit depuis le mois de novembre, il n'y aura certainement que 2 à 3 hausses l'année prochaine. Mais donc je reviens à la remarque d'Agnès tout à l'heure. Le fait que l'euro soit mis à monter, ça sanctionne des valeurs qui sont exposées à l'international, soit parce qu'on importe, soit parce qu'elles exportent. Notamment. Et donc, quand on voit en bas Airbus, même s'il y a un problème sur la 400M, ce qu'on veut, quand on voit en bas Airbus, c'est pas non plus archi surprenant. À cause de la vigueur de l'euro. Exactement. À propos d'attente, on a les chiffres de l'emploi américain qui vont tomber cet après-midi. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez regarder de près, Agnès ? On va regarder de près parce que c'est la statistique, je dirais, mensuelle très importante sur les marchés, et ça va en découler une vigueur, notamment sur est-ce qu'ils vont continuer à remonter des taux d'une manière lente ou lente. Voilà, c'est vraiment ça. Paul, vous nous avez apporté quelques graphiques qu'on va découvrir ensemble. Matière première, éclatement de la bulle. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une affirmation. C'était une affirmation qu'on avait posée le 11 décembre. Je vous avais montré le même graphe et je l'ai complété. Et à cette époque-là, on disait il y a un rebond qui devrait intervenir. J'avais même inversé le graphe pour dire à cette valeur, est-ce que vous l'achèteriez ? En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu ce rebond sur le trimestre. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un panier de matières premières ? Ça, c'est l'indice CRB, c'est-à-dire l'indice le plus ancien de matières premières, qui est assez large, qui est peut-être pas plus agricole que les autres d'ailleurs, mais au moins il permet d'avoir une vision générale. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que on a amorcé une correction en tout cas, et elle va peut-être pas se terminer en une seule fois, mais il y a un point d'inflexion qui est posé. Et alors on zoome sur le pétrole après. Voilà, zoomer sur le pétrole, puisque c'est un autre de nos sujets. Et finalement, nous, on considère que le monde idéal, il est entre 40 et 60 $. C'est la petite partie qui est en vert. Et vous avez un zoom, finalement, le pétrole qui arrive, du mouvement qui intervient dans la partie qui est en rouge, en bas, où on voit que finalement, après avoir eu cette très grande inquiétude à partir du mois du 10 décembre, finalement, sur le fait que le pétrole pouvait enfoncer le niveau des 40 $ et aller plus bas, on est revenu retrouver les 40 $, c'est pas nécessairement établi, d'ailleurs on est un peu en dessous aujourd'hui. Donc la logique de ces deux graphiques, c'est qu'on a touché le fond pour les matières premières et pour le pétrole. Oui, mais ça peut être deux logiques, c'est qu'on a touché le fond, mais qu'on est un peu au bout du rebond. Le rebond, on le voit sur ce graphe du pétrole, le rebond il est entre 40 et 50, c'est ça l'objectif. Donc on s'essouffle, c'est normal, puisqu'on a fait le rebond technique, mais le but c'est pas de retrouver 120 $. Et on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, en fait, et ça ira pas plus bas. C'est déjà une information. C'est l'information qui est rassurante. Ce qui est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on va pas encore s'inquiéter et que ça participera pas à la volatilité du marché. Mais c'est quelque chose d'important. Alors, on en a parlé déjà, on l'a commenté sur la dynamique sectorielle. Agnès, peut-être encore un mot. Là, on voit
les principales hausses et baisses? On voit toujours notamment tout le secteur des basiques ressources, donc on a vu aussi l'immobilier, la chimie qui monte bien. Donc comme on disait depuis le début de l'année, le secteur qu'il fallait avoir, c'était le secteur des matières premières. C'est le bas de la pyramide de Maslow, c'est les besoins essentiels en fait. Oui. C'est ce qui avait baissé l'année dernière aussi. Il faut quand même pas non plus. C'est le charme de la bourse. C'est le charme de la bourse. Oui, mais c'est comme les valeurs comme Schneider qui ont été fortement pénalisées l'année dernière. Donc, et on a aussi Solvay, ces titres-là comme Imerys. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi comme ça qu'on rediffuse de l'inflation. C'est à partir des prix de base. On aimerait en tout cas. Et c'est bien toute la politique de M. Draghi. Et c'est pour ça que ce 1,14, 1,15, 1,16, 1,17 est très important pour lui. Parce qu'il faut l'inflation, il faut qu'on l'importe. Aujourd'hui, quelles que soient les hausses de SMIC en Angleterre ou en Allemagne, on ne va pas l'importer des salaires. Oui, mais comme le comportement du dollar qui influe notamment sur le comportement des matières premières. Voilà. Allez, encore un graphique, parce que c'est un festival. Oui, encore un graphique qui est un petit peu pour se donner un peu de distance et constater que finalement, depuis le mois d'avril 2015, on est dans une période intermédiaire et finalement on ne fait que dissiper des craintes sur le marché. C'est-à-dire qu'on a eu dans un premier temps la crainte sur la croissance chinoise et puis on l'a invalidée. C'était l'idée qu'il y aurait un ralentissement, qu'il y aurait une baisse des prix des matières premières, qu'il y aurait de la dévaluation qui importerait de la déflation. Donc ce schéma-là, on l'a quelque part abandonné au mois de septembre pour un premier rebond. Et puis ensuite, au mois de novembre, quand on a vu le pétrole redescendre, on est reparti sur la crainte sur le pétrole. On voit que les sommets sont de plus en plus bas malgré tout et ça dessine une ligne descendante. On est dans une ligne de correction, effectivement, et l'action de la BCE, finalement, l'illustre. Ils sont arrivés à redonner espoir, à éloigner les craintes, mais ils ne sont pas donnés... Ça rebondit, mais moins fort qu'avant. Voilà. Qu'est-ce qui inverserait ça ? Non, là, on est plutôt à se demander quelle sera la prochaine crainte, qu'est-ce qui va disparaître. Non, ce qui va inverser ça, c'est les résultats des entreprises, comme toujours. Le retour au réel. Aux États-Unis, à partir du 11 avril, on va publier les trimestriels qui seront en baisse globalement, mais évidemment en hausse hors pétrole, parce que là, par rapport en un an, c'est évidemment considérable. Donc maintenant, c'est ces rendez-vous-là. Plutôt des semestriels en Europe, parce que surtout en France, où on publie assez peu de résultats trimestriels. Retour réel, mais qui sera pénalisé par la vigueur de l'euro dont on parlait tout à l'heure. Pour certains secteurs et pas pour d'autres, c'est exactement là où le travail d'analyse prend le dessus. Mais l'euro a fait... je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter de trop sur la vigueur de l'euro. Aujourd'hui, si on raisonne de façon classique, les banques centrales qui remonteront, ça sera plutôt les États-Unis que l'Europe. Si on regarde aussi le niveau des marchés, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, on est sur les niveaux de début d'année, alors qu'en Europe, on est largement en dessous. Donc je crois que 80%, mais c'est ce qu'on a dit depuis pas mal de mois maintenant, 80% du mouvement est fait quand on arrive sur des niveaux de 1,08. Voilà, on est sur la fin. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce chapitre macro, cette actualité macro. On va passer à notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord qui commence, comme il est de tradition, par les feux. Un feu qui passe du rouge à l'orange, la version risque. Oui, la version risque, en fait, finalement, le rebond des marchés que l'on vient de voir, finalement, commence à avoir un effet et il y a un peu plus d'appétit pour le risque qu'il n'y en avait il y a 3 semaines. La dynamique des corrélations. Alors, qu'est-ce que c'est la dynamique des corrélations ? La dynamique des corrélations, c'est finalement le fait que l'ensemble des valeurs qui composent un indice évoluent toutes de la même façon et en corrélation avec l'indice. Donc, on a vu qu'il y avait les matériaux de base qui étaient surperformants, mais globalement, cela pointe le fait qu'il y a une certaine fragilité dans le marché. Et quand il y a un choc, une mauvaise nouvelle, les marchés vont réagir beaucoup plus fort. C'est-à-dire que ça veut dire... Et dans la même direction, quelles que soient les valeurs. Voilà. Sans discriminer. Plus c'est haut, donc moins il y a de discrimination. Ce sont ces fameux mouvements indiciels. C'est très indiciel. Ça veut dire qu'en fait, on a des mouvements qui sont très indiciels, qui sont on a peur, la peur s'en va, la peur revient, on repart. Et il est intéressant de rapprocher ça de la volatilité. La volatilité est plutôt revenue à la normale. Il suffit d'une mauvaise nouvelle pour que la volatilité reparte de façon très violente.
Parce que la corrélation il y a un truc très important à comprendre, c'est que les volumes ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'ils étaient même il y a un an. En tout cas, il y a 2 ou 3 ans. Ils sont plus faibles parce que les hedge funds n'arrivent pas à faire le même métier, puisqu'ils ne gagnent pas d'argent sur leur monétaire, ils ne peuvent pas aller faire de la spéculation à outrance sur le reste. Donc, c'est plus sain. Mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, on a moins de volume. Et donc, on surréagit. Et moins d'écart, en fait, moins de dispersion. Voilà. Ce qui veut dire que le métier de stock picker, qui est le nôtre, est il est difficile. Il est difficile. Il faut attendre que ça rebaisse. On voit bien sur ce graphe. C'est quand ça baisse qu'on peut faire mieux son métier, parce que sinon, c'est très difficile de battre les indices. Bon, météo, on reste en mode 3. Vous le découvrez donc sur cette image. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette séquence. On passe bien sûr à notre partie performance. Alors voilà donc à quoi ressemble la performance de cette semaine. Ça on l'a vu, voilà, l'interaction et du CAC comparé. Donc on l'a déjà défloré, moins 6,66, moins 5,21 pour le CAC. Depuis le début de l'année. Et sur la semaine, donc, on fait moitié moins. Voilà, donc comme on disait tout à l'heure, ça a été une semaine très indicielle, notamment parce qu'on est sur une valorisation trimestrielle pour les fonds. Donc on a acheté les gros poids des indices pour sauver un peu notre marché. Alors d'un point de vue sectoriel, depuis... Alors d'un point de vue sectoriel, on le voit depuis... alors vous avez mis depuis le 31, donc on a surtout le secteur des technos qui nous a quand même pénalisés. Donc voilà, et surtout on a le secteur défensif qui nous a pas mal pénalisés sur la semaine. Là, c'est marqué au 31, mais c'est sur la semaine. C'est sur la semaine. C'est depuis le 25 mars. C'est à hier, mais sur la semaine. Voilà. Donc, on l'a aussi depuis le début de l'année. Oui, depuis le début de l'année, c'est intéressant aussi. Alors, on le regarde depuis le début de l'année, si je le trouve. Non, il n'est pas là. Je remonte. Mais il était derrière. Pas très voilà, il n'est pas dans le bon ordre pour moi. Alors, je vais le chercher. Voilà, donc cette semaine, de toute façon, oui. Cette semaine, donc ça a été surtout ça. Et du coup, là où... En définitive, on a été pénalisé notamment sur nos secteurs défensifs sur la semaine, puisque on a EDF et surtout la montée de Total sur la semaine, comme on en a moins que sur l'indice. Alors voilà, depuis le début de l'année. Et Sanofi qui a fortement monté cette semaine. Voilà. Il y a des tendances fortes depuis le début de l'année. Oui, j'ai des tendances fortes depuis le début de l'année, et notre plus mauvaise perf, c'est notre poids important, notamment sur les technos, mais c'est là où on attend le plus grand potentiel, puisqu'on attend un potentiel de 3,45. Il ne faut pas oublier que c'est le secteur qui nous a bien porté l'année dernière, et en début d'année, notamment sur la forte baisse du marché, où le marché s'est fait peur avec des craintes de défaut sur le secteur bancaire, ça a été le secteur qui a été... Alors, cette semaine, c'est un secteur qui a particulièrement été compliqué du fait de la négociation Bouygues-Orange. On en est où ? On en est que ça devait être fini jeudi, et que évidemment, on en est au bout, c'est-à-dire qu'on en est à une négociation. Paul, on en est que Google rachète Bouygues. Google rachète Bouygues ou Orange ? On pourrait racheter les deux. Exactement, ils sont pas dans le bâtiment. Voilà. C'était le poisson d'avril de Paul Schforer. Merci beaucoup. Les financières, c'est intéressant, parce qu'on se méfie beaucoup des financières, mais elles ne délivrent pas les financières. Donc, aujourd'hui, les financières, c'est du dividende. Mais elles perdent toujours 15% en début d'année. Sur le début d'année, elles perdaient 30%. Elles ont fait un rattrapage de 15%, notamment. Elles ont rattrapé, elles ont fait un rebond technique comme le marché. Mais elles sont dans un contexte qui change aussi pour elles, avec des taux presque négatifs. Non, mais le métier est en train de changer. Elles n'ont plus le droit de spéculer sur leur compte propre, grosso modo. Elles n'ont plus le droit. Elles n'ont plus d'activité. Elles n'ont plus d'activité de transformation. Elles sont là pour attendre que la Banque centrale leur dise il faut que tu mettes de l'argent là, le faire ou pas le faire. Et donc, effectivement, est-ce que le bon niveau, c'est la décote aujourd'hui sur les fonds propres de 50-60%, ou est-ce que c'est la décote de 40%, ou est-ce que c'est la décote de 20%? Personne n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on attend de toute manière une baisse des marges des banques avec des taux négatifs. Non, mais c'est plus le même métier. C'est plus le même métier, et donc, effectivement, les investisseurs, quand c'est plus le même métier, se demandent ce qui se passe. Bon, cela dit, vous avez noté que le meilleur gérant du monde achète du Wells Fargo, achète du Wells Fargo tous les jours. Ce n'est pas la même situation. Non, c'est bien. En fait, le financement de l'économie européenne est à 80% bancaire.
bancaire, il est à 80% fait par les marchés aux États-Unis. Des intermédiaires. Et la valorisation actuelle des banques aux États-Unis est très faible pour tout de même un métier qui aujourd'hui est un métier qui a une visibilité qu'il n'a pas en Europe. Mais on arrive en Europe à avoir les banques se payaient facilement entre 1,2 et 2 fois les fonds propres, elles se payent 0,6. C'est donc le marché se méfie peut-être un peu trop du changement de métier, mais c'est plus le même métier. C'est plus le même métier, mais peut-être mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de grand risque, mais qu'on peut regarder que le dividende. Les banques, elles ont un intérêt, c'est qu'elles versent un dividende de manière relativement sûre. Non, vous ne trouvez pas ça? Sûr. Qu'est-ce qui est sûr actuellement? Oui, quoi. BNP, Crédit Lyonnais ou même Crédit Agricole. BNP, Crédit Agricole. Elles ont certifié, oui. Bon, je propose qu'on ne fasse pas la discussion du comité de gestion avec trop d'anticipation. En tout cas, voilà, c'était notre séquence performance. On passe justement à la séquence arbitrage. Merci. Alors voilà donc le comité de gestion de cette semaine. On commence tout de suite par un petit récapitulatif. Voilà, on a fait juste hier, on a renforcé notre position sur Essilor et on a allégé notre poids sur Nokia parce que d'une part on avait un poids un peu trop important sur notre position et je pense que on reviendra sur Nokia sûrement sur des cours plus bas. Voilà. C'est une très belle performance. C'était des actions Alcatel qui sont devenues des actions Nokia. Voilà. Et donc, oui, on a eu tendance à en racheter. Et puis, on est un peu au bout. Voilà, je pense pour l'instant, à moyen terme, on est un peu au bout de l'histoire. Dans le détail, voilà donc la performance sur la semaine. Donc, on voit notamment la bonne nouvelle, c'est la forte montée de TUI, donc, qui a annoncé notamment des réservations, notamment en Fortos. C'est une agence de voyage allemande, hein, c'est ça anglaise. Anglaise, mais... Donc, qui a annoncé une forte hausse des réservations pour cet été, des vacanciers. Et donc, c'est un secteur qui est favorisé par une OPA géante, quand même, qui est l'OPA sur Starwood. Donc, on voit quand même que les taux d'intérêt amènent des opérations financières, ce serait quand même malheureux. Ouais. Et donc, ça montre que malgré les attentats, tout ce qu'on veut, il y a un secteur comme celui du tourisme peut très bien marcher. Je ne sais pas ce que disent les hôteliers, hein, encore une fois, moins 20% à Pâques. Oui, mais bon... mais les hôteliers, ils vont chez Airbnb. Oui. Donc les gens voyagent quand même, ils prennent l'avion encore. Oui. On n'a pas encore ubérisé l'avion, mais on a ubérisé l'hôtel. Et puis les gens qui ne vont pas malheureusement en Égypte, au Maroc, en Tunisie, ils tournent quand même plus en Europe, même si on dit que l'Europe est très dangereuse. Bon. Alors, d'autres commentaires sur ce portefeuille à part TUI? Alors, on a vu notamment toujours le même secteur de la construction qui se défend. Donc voilà, et puis on a Air France qui avait été pénalisé notamment avec les attentats de Bruxelles qui s'est bien ressaisi, et le secteur des technos quand même qui revient sur le devant de la scène avec Altran, on a Alten, donc voilà. Donc du coup... Voilà donc ce qu'on peut constater. Et dans l'autre sens, c'est toujours le dossier, bon il y a Airbus, donc à la fois les problèmes sur la 400M et puis le dollar, quand même, on peut le prendre dans tous les sens. Et puis, on voit en bas EDF, qui est un dossier... EDF, c'est sûrement pas cher au jour d'aujourd'hui, dans 3, 4 ans, 5 ans, mais il y a un bras de fer avec l'actionnaire pour savoir combien on va leur donner pour à la fois aller jusqu'au bout des centrales et puis reprendre Areva. Donc, on est sur un dossier politique. Alors, donc, un dossier politique, ça peut monter et baisser. Hein. Oui, on demande même de reporter d'ici 2 ans, notamment, le point de vue britannique. Et puis, et puis, on a eu aussi Carrefour, la bonne nouvelle sur Carrefour cette semaine, notamment avec la montée... le renforcement du Brésilien dans le capital de Carrefour, qui a pris 8%, donc ils sont montés à 12% dans Carrefour. Le secteur entier de la distribution en Europe, alimentaire et non alimentaire, bouge aussi beaucoup, avec des OPA, avec des scissions qui sont annoncées. C'est un secteur, encore une fois, on a l'impression que le consommateur européen, c'est un bon point d'appui, donc évidemment, là ça aussi... l'étoile du berger. C'est un secteur qui bouge beaucoup. Et comme nous, on en avait profité, puisque la première opération qui a été faite, c'était Deleuze à Hold, qui est dans le portefeuille, qui est aujourd'hui en bas, mais qui a été très très longtemps en haut. Oui. À propos de dossier politique, alors c'est difficile de vous faire commenter quelque chose qui peut être contredit à tout moment de la journée ou du week-end. Orange, donc, et Bouygues. Quelle va être l'issue selon vous? C'est l'État qui coince
Moi, je reste confiante. Non, je pense que c'est le prix et le pourcentage. Mais donc c'est l'État qui ne veut pas être trop dilué. Non, mais effectivement, on est sur la fin, et donc il y a une décision de marchand de tapis, et comme toute opération, fût-elle financière, fût-elle gigantesque... C'est le prix de la gouvernance. C'est le prix de la gouvernance. C'est vrai, c'est que... Est-ce que... Un scénario, ça se ferait Qu'est-ce qui en a le plus envie? Voilà, c'est le problème. Est-ce que c'est le garçon ou la fille qui en a le plus envie? Il faut savoir. Hein. Si le scénario ne se fait pas, Bouygues, je pense qu'on a du Bouygues, Bouygues décrocherait. Oui, donc, c'est qui tout double. Et si ça se fait, ça va monter? Oui, Bouygues prendra 10%, entre 8 et 10%. C'est très décoté. Voilà. Ça va valoriser en effet les télécoms. Si ça ne se fait pas, ça pose un problème pour SFR, ça pose un problème pour Iliad aussi. Mais à qui Martin Bouygues vendra Bouygues Télécom si ça ne se fait pas? Si ça ne se fait pas. À Google. À Google. Peut-être, mais c'est plus compliqué. Mais ça pose un problème à l'ensemble de la profession qui déjà quand même a commencé à dépecer le truc. Et mine de rien, ça pose un problème à l'État, puisque l'État, dans cette fusion, touchait du cash, et il en a un peu besoin pour faire diverses opérations. Oui, mais je pense que si le deal ne se faisait pas, la porte aurait été claquée depuis longtemps. Oui. Le fait qu'ils continuent à négocier, c'est bon. Ils sont sur la fin. Il y a comme ils le disent, ils le font dire chez Bouygues en disant c'est intolérable. On a un ministre qui est un banquier d'affaires et qui mégote. Mais c'est son métier aussi. Pourquoi est-ce que l'État va toucher du cash? Parce que l'État va donner des titres, un peu de cash et des titres, mais il va revendre. Orange va revendre. Donc l'État va toucher du cash, va revendre les activités de Bouygues Télécom aux autres opérateurs. D'accord. Non loin, on trouve Bolloré qui bouge en Italie. Alors Bolloré, mais surtout Bolloré a annoncé quand même très très jolis résultats. Magnifique, donc enfin, je dirais, et notamment le pôle communication où ils sont... Grâce à Vivendi justement, avec des dividendes exceptionnels. Exact, mais bien sûr. Donc, mais du coup, Bolloré qui qui s'était un peu enlisé côté boursier depuis le deuxième semestre 2015. Donc, peut-être on va y voir un peu plus clair aussi, notamment sur ces investissements. On touche à Bolloré, à Vivendi, à Bouygues, à Orange en ce moment? Non, on est déjà pas mal investi sur ce secteur-là. Oui, je trouve que c'est déjà mais pas mal. On ne se déleste pas non plus, on ne profite pas des bons résultats pour sortir non plus? Non, parce qu'on aurait pu, sur Bouygues, on a rentré Bouygues récemment. Bouygues nous a pas mal contribué, donc nous rapporte un peu plus de 7-8% depuis qu'on l'a acheté. Donc peut-être on aurait dû, par sagesse, sortir, mais je pense le deal est à jouer notamment sur Bouygues. D'accord. Et puis Bouygues aussi, c'est l'activité construction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la semaine? L'activité construction, c'est la première fois depuis, je crois, 4 ans qu'on a un trimestre où l'activité construction monte en France. Donc c'est bon pour Bouygues et c'est bon pour nos fameuses sociétés de concession, les stars de la côte, Vinci et Eiffage. Et comme on a pu le voir, c'est pas seulement d'ailleurs en France, c'est en Europe. C'est en Europe. C'est en Europe. Alors on vient de très 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 bas évidemment quand on est en Espagne. Europe et aux États-unis. Aux États-Unis, on va dire que c'est moins surprenant. Oui. Donc non, mais Bouygues est très bien. On va pas vendre toutes nos télécoms pour acheter de l'Altis, parce que c'est ça le grand pari, c'est que si ça se fait, il faut avoir de l'Altis. C'est ce qui va peut-être le plus monter en bourse le jour de l'annonce. Parce qu'Altis, c'est celui qui a le plus de levier, et si l'opération se fait, c'est celui qui peut avoir des remboursements plus rapides de sa dette venant de SFR. On profitera en effet c'est pas dans notre stratégie. C'est pas notre stratégie Altis. Ok. Agnès, qu'est-ce que vous avez noté cette semaine sinon dans l'actualité? Alors, dans l'actualité, il y a notamment, on met sur surveillance un titre, notamment Arcelor. On le regarde depuis un certain temps, Arcelor, et l'annonce notamment de Tata Steel de se désengager de ses actifs britanniques. Donc il y a une scission, et donc nous pensons que sûrement Arcelor risque, est dans une période de consolidation et dans une phase de consolidation dans le domaine de la sidérurgie. Et on peut se poser la question si Arcelor ne sera pas scindé en plusieurs parties. Donc voilà, ça bouge beaucoup la sidérurgie en ce moment, donc... Oui, c'est normal. On redistribue la croissance manufacturière dans le monde. Donc les gens qui produisent de l'acier, c'est normal que ça bouge. Et puis c'est les conséquences des surcapacités chinoises. Oui, exactement. C'est une autre manière de dire la même chose, en effet. Et donc on reste loin
de ce secteur? On peut regarder, mais... Bon, voilà, ce serait un biais, je dirais, un biais spéculatif dans notre ratio, dans notre gestion qu'on peut s'octroyer dans notre gestion. Donc voilà, c'était un peu cette idée-là, et notamment si le marché se mettait à corriger, on regarde notamment le secteur basique ressources, et notamment par des titres comme Imerys qu'on a déjà regardé. Imerys, c'est une star, hein. Là, on peut le dire, je crois. Imerys a été une très belle valeur dans Interaction l'année dernière. C'est une valeur magnifique. Hein. Voilà. Mais qui ont beaucoup souffert. C'est presque l'inverse d'Arcelor. Arcelor, c'est assez compliqué. Et c'est de l'ultra-spéculation. Imerys, on est sur une boîte magnifique, très très bien gérée, de la visibilité. Mais qui ont beaucoup souffert aussi. Qui a souffert à partir du deuxième semestre 2015, et notamment par la baisse des matières premières. Il ne faut pas oublier que Imerys, c'est quand même les pays émergents, je dirais, ne sont pas le seul marché des pays de Imerys. Ils sont bien exposés aussi sur l'Inde. Il ne faut pas oublier que sur le Brésil, ils exportent toute leur production, donc ils ne sont pas pénalisés par des stocks. Donc on prend de l'Imerys, on met une dose d'une pincée d'Imerys. Alors Imerys a pris vient de monter de 20%. C'est trop tard. Voilà, donc je dirais, on a toujours, là, on avait un upside, on a toujours un upside à 65 €, donc ça fait plus que 6%. Sur le repli de marché, oui, il faut combien revenir. À quel prix à peu près? Je pense qu'il faudrait qu'elle recorrige peut-être de 10%. Donc voilà, donc du coup, à regarder. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que depuis très longtemps, dans notre premier tableau, les cycliques sont sous-pondérés. Et finalement, on voit que dans le cycle, on avance, puisque de plus en plus, on s'intéresse, après avoir intégré le fait que l'énergie baissait, à cette partie-là du portefeuille, et en fait, on va la remonter en puissance. Donc, je trouve qu'on est bien dans une situation où c'est pas le début de la fin, c'est peut-être la poursuite du cycle qui est en train de naître sous nos yeux. Sachant que c'est des gros consommateurs d'énergie dont on parle. Hein. Quand on parle des cimentières, quand on parle des sidérurgies, quand on parle de la chimie, donc de Solvay, Agnès disait avoir mis aussi sous surveillance, on est sur des gens, sur des groupes qui font des grosses économies. Alors après, ils en donnent une partie à leurs clients. Hein. ça c'est bien évident. Des idées Uber moi, je regarde Alstom. Alstom a fait sa journée d'analyste aujourd'hui, hier ou avant-hier, je ne sais plus très bien. Moi, je trouve que c'est dans le bon sens. C'est qu'on avait allégé l'Alstom puisqu'ils avaient fait une opération de rachat partiel d'actions pour rendre un peu du cash qu'ils avaient obtenu de la cession de leur activité énergétique à General Electric. Je me demande si on n'approche pas du moment où il faut reconstituer la ligne telle qu'elle était au départ. Oui, sûrement, notamment puisque la partie, notamment, ils vont rentrer dans le retour de cette journée d'investisseurs. Ils vont continuer à réduire leurs coûts. La partie ferroviaire est mal valorisée et surtout, ils vont notamment faire d'énormes progrès dans la signalisation, se moderniser dans la signalisation. Donc, ils sont très bien positionnés. Est-ce qu'on prend du Alstom alors On va la surveiller sur le repli du marché. On peut la surveiller sur le repli du marché parce que... Elle est à 21,77. Parce qu'on avait allégé, c'est une bonne affaire, hein, puisque c'était nettement au-dessus du cours d'aujourd'hui, mais en profitant d'une opération financière. Elle avait allégé aux alentours de 30 et quelques euros. Oui, tout à fait. Elle est à 21,77, on est monté à 28. Et on en a vendu à 31, puisqu'on a... C'est-à-dire, c'était sur l'opération d'échange, on a amené nos titres sur les échanges. On attend qu'elle revienne proche de 20 plus très loin, oui. Voilà. Plus très loin, oui. Donc, mais ça risque... Oui, tout à fait. Donc on ne touche pas ni à Alstom ni à Imerys, on les met sur le radar. Un dernier mot. Alors les banques, donc on a des banques, contrairement à ce qu'on peut voir si on regarde un peu vite le portefeuille, puisque le choix a été fait de ne pas choisir entre ces banques pour ne pas avoir une mauvaise nouvelle de l'une ou de l'autre. Donc encore une fois, les banques, la question c'est si on en a, qu'est-ce qu'on vise? Donc ce qu'on vise, c'est ça va. Moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Même s'il y en a sur les banques italiennes, sur les banques espagnoles de temps en temps. Je pense qu'il n'y a pas colossalement de potentiel, mais ce n'est pas forcément mauvais dans les marchés qu'on a. Donc ça veut dire quoi? On voudrait renforcer le... Je me pose la question, ça vient de baisser, ce n'est pas le moment de vendre sans doute. Hein. Donc, je pense qu'on oscille entre deux peurs pour moi sur les banques. La première, c'est elles ont à redéfinir leur business model, donc la visibilité est moindre et peut-être qu'elles pourraient couper leurs dividendes. Ça peut être une première inquiétude. Donc on répond oui ou on répond non. La deuxième inquiétude, c'est est-ce qu'elles peuvent faire défaut?
Alors là, de ce côté-là, je pense qu'à chaque fois qu'on remet ce sujet sur la table, on se fait trop peur et ce sont des opportunités d'achat pour les banques parce qu'on sait que la BCE sera maintenant, elle l'a dit. Et là, on est où alors? On est plus près du défaut ou plus près des dividendes coupés? On est sur le neutre. Bon, et sur le neutre, non, mais les banques françaises, à l'exception de la Générale, parce que dès qu'il y a rumeur de défaut, c'est la Générale qui part en vrille, mais on peut dire que la BNP et le Crédit Agricole, elles ont des dividendes qui sont assez assurés maintenant. Oui, mais de toute manière, à mi-avril, il y a la réunion de l'OPEP qui est assez attendue, mais je pense que d'une part, le marché a déjà pricé de toute manière qu'il en ressortirait un gel de la production. Donc, mais du coup, c'est les événements qu'on attend. À partir de mi-avril, la résultat des sociétés et une stabilité sur les prix des matières premières. C'est surtout ça. Oui. Bon. Du côté des banques, finalement, c'est certainement ce qui se décidera en Italie qui fera la différence. Exactement. Donc, Banque Wait and See, c'était le titre aussi de notre émission aujourd'hui, Wait and See. On en saura plus la semaine prochaine. Merci d'avoir participé, merci à vous de nous suivre. Merci. Et on se retrouve donc vendredi prochain à 12h30. Je vous donne rendez-vous en direct. Venez nous challenger, nous poser vos questions. Bonne semaine. Merci.